Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour cette 6e édition des Palmes d'Or des jeunes actionnaires lancée en 2016 par l'EDEC Business School et la F2IC. Alors, vous allez voir, la cérémonie se tient à 18h. On verra qui succédera à Total pour cette édition 2021. Mais avant, il y a ce débat. L'ESG nécessite-t-il des actionnaires actifs? Alors oui, l'ESG, vous en avez forcément entendu parler, mais vous ne savez peut-être pas forcément très bien encore à quoi ça correspond concrètement. Il s'agit en fait des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance sur lesquels les entreprises sont de plus en plus attendues. On parle de notation extra-financière et l'idée derrière ceci, finalement, c'est de s'assurer qu'au-delà de rechercher la rentabilité, le profit, la distribution aux actionnaires, l'entreprise s'assure qu'elle respecte le mieux possible l'environnement, les normes sociales, que ce soit en interne ou avec ses partenaires. Ajoutez à cela une attente forte en matière de gouvernance, que ce soit en termes d'efficacité, de contre-pouvoir, de transparence et de diversité. Et vous avez un sacré cahier des charges. Mais cette ambition peut-elle délivrer toutes ces promesses sans des actionnaires actifs? C'est tout le débat et ça tombe bien parce que nous sommes là ce soir pour en parler. Et pour en parler avec moi sont réunis autour de la table Delphine Damarzit, PDG d'Euronext Paris, Olivier Forteza, gérant et managing partner chez Amber Capital, et Eric Pinon, président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et nous avons à distance Daniel Haguet, professeur de finance à l'EDEC Business School, et Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Bonsoir Olivia Grégoire. Bonsoir et merci de m'avoir convié sur cette table ronde de grande qualité. J'entrevois l'excellente Delphine Damarzit et je suis ravi de la revoir. Daniel Haguet aussi avec un fond d'écran qui nous fait tous... Qui nous fait voyager. Merci. Ah là là, ça nous donne envie. Et Olivier Forteza ainsi qu'Éric Pinon. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette table ronde. Bon alors... Comment vous voyez ça justement, vous, Olivier Grégoire, l'essor de l'ESG? Comment les pouvoirs publics voient ce mouvement très structurel qui est en train de se mettre en place sur la planète finance et finalement qui sont un peu en train de redéfinir les lignes? Et quel rôle doit, selon vous, tenir l'actionnaire au milieu de ce mouvement? Et comment les pouvoirs publics peuvent l'accompagner et l'encadrer? Très bonne question, plusieurs questions dans une seule. Déjà, commencer par vous dire le plaisir qui est le mien d'intervenir aux côtés d'un panel de grande qualité que je tiens vraiment d'ailleurs à remercier, au-delà de les citer, mais pour leurs travaux spécifiques à chacun et leur soutien qui ne date pas d'hier en faveur du développement de l'ESG. Je remercie aussi l'EDEC, dont j'ai beaucoup entendu parler puisqu'il y a quelques parlementaires brillants et amis qui en sont issus, dont mon grand ami Laurent Saint-Martin, qui ne cesse de me dire du bien de cette très belle école, et Valérie Petit aussi, ainsi que la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, de m'avoir permis de lancer cette table ronde. La question que vous soumettez ce soir, elle est juste essentielle. Est-ce que l'ESG nécessite des actionnaires actifs? En tant que membre du gouvernement, je ne pourrais... que guère me mettre à la place d'un actionnaire, mais je sais aussi de par mon parcours qui est plus corporate que public, qu'il est de ma responsabilité aujourd'hui au sein du gouvernement d'encourager la création d'un environnement, de bâtir des outils, bref, de construire un cadre de confiance pour vous et avec vous. Quand la France a développé ses premières obligations réglementaires en matière de reporting RSE dès 2001, à l'époque, nous avions standardisé au minimum, et vous vous en rappelez, tout simplement parce qu'aucun standard à proprement parler ne faisait référence, et il était quasiment impossible, voire totalement impossible, de mettre tout le monde d'accord. Heureusement, la France a persévéré, et je dois dire que c'est quand même une ligne de détermination qui a été suivie par l'ensemble des gouvernements depuis 2001, peu importe les évolutions et les changements politiques. C'est un travail commun de différents gouvernements au service du reporting RSE qui a permis enfin d'aboutir sur le règlement SFDR Disclosure, dont évidemment très peu de médias, excepté quelques médias très spécifiques, ont parlé, alors même qu'il a un impact extrêmement important.
ce règlement SFDR qui a été publié en mars 2021 par l'Europe. Très concrètement, et vous le savez, mais c'est important de le rappeler, ce règlement Disclosure a pour vocation d'accroître la transparence et les obligations sur la manière dont les acteurs des marchés financiers intègrent les risques et les opportunités en matière de durabilité dans leurs décisions et leurs recommandations d'investissement. À terme, ça va donner aux investisseurs un meilleur aperçu de la rentabilité, de la durabilité, le lapsus est intéressant, de la durabilité de leurs investissements, mais j'aurais pu dire rentabilité, puisque je suis intimement convaincu que la durabilité est au cœur de la rentabilité et de la compétitivité des entreprises dans les prochaines années. Ça donne donc ce règlement aux investisseurs un meilleur aperçu qui a vocation à leur permettre une meilleure allocation, une allocation optimale de leurs actifs, à l'aune aussi de la performance extra-financière, de la performance ESG des actifs qu'ils ont sous gestion. C'est important et je pense que Delphine Damarzit sera très intéressante, entre autres, mais elle connaît bien la machine d'État depuis Bercy. C'est très important de souligner que même si ce règlement n'a fait l'objet à proprement parler, de très peu de communication, c'est un règlement qui confirme, qui conforte l'arrivée et l'engagement des acteurs financiers, de la finance, des VC, dans la performance extra-financière. Et c'est sans ce règlement, on ne pourrait pas dire que la performance extra-financière va devenir véritablement un enjeu de compétitivité. Maintenant que les financiers, les investisseurs sont dans le cercle, je pense que c'est absolument fondamental pour encourager l'anticipation sur les régulations en matière de performance extra-financière qui arrivent. Tout cela est aussi permis par la taxonomie, vous le savez, qui est quand même, alors certes complexe, c'est un texte compliqué. Pas toujours simple, hein, oui. Oui, mais en même temps, comment peut-on faire simple quand il s'agit, et ça c'est le charme de la fonction politique, mais comment faire simple quand il s'agit quand même de classifier, je dirais, les activités économiques à l'aune de leurs émissions carbone. Moi, j'ai quand même j'ai quand même à cœur de rappeler que la taxonomie couvre quand même 93% des émissions de gaz à effet de serre réalisées par les activités économiques européennes. Donc, c'est normal, c'est un chantier ambitieux. Qu'il soit complexe me paraît aussi normal. Tout l'enjeu, c'est qu'il soit, malgré sa complexité, intelligible pour les entreprises dans les années qui viennent. Et c'est aujourd'hui ce qui nous préoccupe beaucoup ici à Bercy. Demain, la transparence, elle va s'appliquer au-delà des acteurs financiers dont je viens de parler, aussi à l'entreprise. C'est ce que fait l'Europe, c'est ce que l'Europe a déjà commencé à faire depuis la fin du mois d'avril dernier avec la publication du projet de directive Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD, qui va conduire les grandes entreprises, enfin les entreprises de plus de 250 salariés, c'est-à-dire dès les ETI, à publier des indicateurs harmonisés de leur performance environnementale, sociale et de gouvernance. Pour vous donner un peu de tempo, ça me semble important, du moins moi j'en manquais quand j'étais dans l'entreprise, souvent de la part de l'État. Ça va arriver au Parlement pendant le second semestre 2021, cette directive. Je suis sur le sujet, j'essaye de bâtir aux côtés du député Pascal Durand qui a obtenu le rapport pour le groupe Renew. J'espère que nous parviendrons à obtenir une majorité. Je fais tout pour ici à Bercy. L'idée étant ensuite que ça arrive en trilogue, dialogue commission, conseil et parlement pendant la présidence française de l'Union européenne. Et je souhaite aussi vous dire, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent, que le président de la République m'a confirmé qu'il ferait de la directive CSRD un des deux piliers d'une priorité française en faveur d'un capitalisme plus responsable. La France va donc mettre la lumière sur cette directive qui a tous les avatars d'une directive technique, purement financière ou extra-financière, mais qui en réalité est vraiment chargée en matière politique, en termes souverains. Il est indispensable que l'Europe arrive à bâtir sa norme en bonne articulation avec d'autres standards internationaux, notamment américains. Mais ces indicateurs, ils ont quand même pour objectif non pas de créer une énième couche de reporting pour les boîtes, mais bien plus de faire connaître, de faire valoir, d'incarner la réalité du modèle économique, environnemental et social européen. Et en cela, c'est un sujet de souveraineté et ce sera un sujet de compétitivité
au même titre que la performance financière dans les années qui viennent. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes encore sous l'égide de la directive de 2014 qui impose aux entreprises de plus de 500 employés, notamment, soit à peu près à un peu plus de 11 000 entreprises en Europe, de publier leurs données au sein d'une DPEF, déclaration de performance extra-financière, mais vous connaissez ces documents. Demain, avec la proposition de texte CSRD qui est soumise aujourd'hui, ça pourrait toucher quelques 50 000 entreprises dans l'Union européenne, soit 5 fois plus, pour donner une idée un peu de l'envergure du sujet. Il faut pour cela les accompagner et je dirais que c'est à l'État de donner aux entreprises des repères, c'est à l'État de créer les conditions, de créer un environnement, mais c'est définitivement aux entreprises de choisir leur chemin, leur route, leurs étapes. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec la plateforme Impact. On a lancé cette plateforme il y a à peu près un mois, une sorte de club d'entraînement de l'ESG français qui a 2 objectifs très simples. Un, partager des savoir-faire pour des entreprises qui n'y connaissent rien ou qui débutent tout juste, avec des entreprises qui ont un peu plus de retour d'expérience et d'expertise sur ces sujets, de pouvoir partager des référentiels, les bonnes pratiques, les fondamentaux, que ce soit des ODD, que ce soit des certifications RSE, que ce soit aussi des référentiels plus franco-français comme l'index égalité professionnelle bâti par Muriel Pénicaud. Bref, d'être une sorte de boîte de ressources, de hub de ressources pour les entreprises françaises qui démarrent pour certaines le chemin. Deuxièmement, au-delà de partager des savoir-faire, permettre aux entreprises de faire savoir ce qu'elles font déjà, et notamment à celles qui le font sans y être obligées. Je pense aux entreprises de moins de 500 salariés à date, et donc d'encourager les PME, nos ETI, certaines TPE. Les grands groupes sont acculturés et habitués à l'exercice, mais à se frotter à l'exercice en commençant par nous rejoindre sur la plateforme et par remplir une batterie d'une petite 50aine d'indicateurs qui sont vraiment des indicateurs génériques. Ça peut être le bilan gaz à effet de serre ou la consommation d'eau au plan environnemental. Ça peut être le partage de la valeur au plan social, la façon dont les entreprises pratiquent des accords d'intéressement, de participation, des dispositifs d'épargne salariale. Ou ça peut être aussi au niveau de la gouvernance, l'intégration d'administrateurs salariés, les enjeux de parité par exemple. Voilà un peu les fondamentaux que vous retrouverez sur la plateforme au sein de ces indicateurs. Cet outil, je vous l'ai dit, il a vraiment 2 objectifs. Il a 1 mois. On est vraiment au début. On va libérer le 13 juillet prochain. Et c'est une invitation pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Je crois qu'ils sont nombreux autour de cette table. Le 13 juillet, on va libérer les premiers sets de données, la première centaine d'entreprises pionnières qui nous ont rejoints au démarrage. Sachez que ces entreprises sont déjà 400 à nous avoir rejoints, soit x4 en 1 mois, et que la moitié d'entre elles sont en train de publier leurs données. Et donc, nous encouragerons ce mouvement tout au long de l'année jusqu'à la présidence française. Je pense, pour terminer, véritablement que la rentabilité va de plus en plus passer par la durabilité des actions, et en ayant toujours à cœur de rappeler que l'ESG, et la FDEIC le sait bien, l'ESG est une matière comptable. L'ESG, ipso facto, elle ne fait pas sens. L'ESG est assez statique. On va se retrouver avec des tableaux de données sous format libre qu'il va falloir interpréter, auxquels il va falloir donner du sens. Et donc, il y a tout un enjeu aux côtés de l'encouragement à la publication de données ESG, de la mesure de l'impact. Comme le disent certains spécialistes dans l'écosystème, l'ESG, c'est statique, l'impact, c'est dynamique. Et donc, j'ai aussi à cœur de dire aux entreprises que si vous n'êtes pas bon, si vous êtes mauvais en matière environnementale, sociale et de gouvernance, je dirais raison de plus pour venir vous entraîner sur la plateforme. Ce qui compte dans l'impact et dans l'ESG, et en l'occurrence dans l'impact ESG, c'est vraiment le chemin que vous allez parcourir, le plan que vous avez mis en place, notamment au plan environnemental, pour passer d'un état T0 à un état T1. C'est ce chemin qui fera le cœur de la performance extra-financière et non pas la photo instantanée en T0. Donc on peut s'entraîner et on peut devenir performant, même si on part de loin, si tant est qu'on ait l'ambition de faire évoluer son modèle. Les actionnaires sont évidemment bien conscients de ces évolutions. Les actionnaires, et je pense que vous, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais j'ai besoin de le rappeler souvent au Parlement, ne sont pas des êtres désincarnés. Les actionnaires sont des êtres
humain comme nous tous, il y en a peut-être même possiblement autour de la table. Et donc, les actionnaires ne se réveillent pas actionnaires, ils se réveillent individus, ils consomment, ils vont à la banque, ils épargnent. Et dans chacun de ces gestes, au-delà de leur activité d'actionnariat, il y a des choix et il y a des positions de plus en plus en faveur de la transparence environnementale, mais aussi de la connaissance des pratiques sociales des entreprises. Et ils sont vraiment bien conscients de ça parce que ils sont au cœur de ces évolutions, que ce soit en matière de consommation, que ce soit en matière d'épargne, comme je le rappelle, de conviction, de plus en plus en faveur de l'ISR, en faveur de placements qui font de la rentabilité, mais qui font sens aussi. Et il y a, c'est un fait, de plus en plus de demandes vers des produits financiers à impact écologique ou social positif. Donc l'actionnaire conscient, au cœur de cette évolution, en tant qu'aussi avec ses autres casquettes, en tant qu'épargnant, en tant que salarié, en tant que consommateur, est effectivement au cœur de l'ESG et va l'être, je crois, de plus en plus. Je pense que l'ESG, j'ai toujours à cœur, en bon élève que j'ai essayé d'être, pas à l'EDEC, mais j'ai toujours essayé d'être bon élève. Oui, pour vous répondre, oui, et 3 fois oui, l'ESG va nécessiter des actionnaires actifs, ouais. Des actionnaires que je dirais encore plus qu'actifs, vigilants, exigeants, à l'aune de l'impact washing dont nous serons forcément victimes, c'est une évidence. Donc l'exigence des actionnaires est très important pour s'assurer que l'évolution, pour pas dire la révolution de l'ESG, soit véritablement une révolution dans les pratiques et pas uniquement dans les mots. Et c'est en cela que tous les sujets de mesure de l'impact vont être de plus en plus importants, notamment pour les actionnaires, je pense, parce qu'au-delà de la norme extra-financière, il va falloir qu'on se mette d'accord, certes en Europe, mais aussi dans le monde entier, sur certaines méthodologies de mesure de l'impact qui seront vraiment les outils qui permettront aux actionnaires de mesurer si entre l'instant T0 et l'instant T1, l'entreprise a véritablement effectué une transition ou pas, si ce sont des mots, si ce sont des actes réellement. Donc je pense même que l'ESG va nécessiter, oui, des actionnaires actifs, mais va même possiblement encourager certains actionnaires à être encore plus actifs pour aller vérifier, encore une fois, la réalité, la véracité des engagements ESG des entreprises. Donc, je ne serai pas plus long que je l'ai déjà été trop. Vous l'aurez compris. Oui, en tout cas, oui, des actionnaires actifs pour accompagner pleinement ce mouvement qui est en train de monter en puissance. Accompagner, vérifier, fact-checker parfois. La grande évolution, et ce sera intéressant de vous écouter après, c'est que l'ESG n'est pas un sujet de monopole financier. Et donc les actionnaires vont devoir aussi s'acculturer à d'autres expertises environnementales, sociales, de gouvernance. J'ai écrit une tribune dans Le Monde avec Pascal Durand en décembre dernier qui disait justement que la performance extra-financière n'est pas un sujet dévolu uniquement aux financiers. La performance extra-financière va devoir être portée aussi par des experts au-delà du champ financier, par des experts qui ont plutôt une compétence environnementale, sociale ou de bonne gouvernance. Et donc, ça sera une expertise assez enrichie. En cela, les actionnaires devront dépasser le seul truchement financier et aussi pouvoir bénéficier d'expertise sur les sujets environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Donc, ça va aussi faire évoluer, je dirais, la matière sur lesquelles les actionnaires travaillent, effectuent leurs choix et rendent leurs arbitrages. Donc, en tant que position pour l'actionnaire, oui, un actionnaire plus actif, plus exigeant, mais je dirais aussi, peut-être même pour tout l'ensemble de la planète financière et extra-financière, un actionnaire qu'il va falloir éclairer un peu différemment qu'avant, c'est-à-dire pas uniquement sur les seules acceptions financières, mais aussi sur les enjeux extra-financiers. La France se bat, avec entrain. Je partage avec vous, et ça reste entre nous, j'étais encore cet après-midi avec la Fondation IFRS pour parler avec eux, parce qu'il faut qu'on se parle. La France porte le sujet. Alors, moi, je le porte modestement ici à Bercy, mais Bruno Le Maire est derrière moi, et je tenais quand même à vous dire que c'est un sujet sur lequel je suis intervenu il y a pas moins de 15 jours en Conseil des ministres, et qui nourrit l'intérêt du président de la République.
ça n'est pas Delphine Damarzit qui connaît bien l'État qui me dira l'inverse. C'est assez rare qu'un président s'intéresse parfois à une directive. Et c'est bien la marque, pour terminer, que cet enjeu de l'ESG n'est pas qu'un enjeu purement financier ou extra-financier. Il y a derrière ça quand même une évolution du modèle économique qui est absolument passionnante. Et je ne doute pas que ce sera passionnant de vous écouter et d'écouter vos travaux. Je vous remercie. Merci Olivia Grégoire. Justement, Delphine Damarzit, on le voit, cet essor de l'ESG, notamment du côté de l'industrie. Il y a de plus en plus de fonds, de trackers d'ETF qui sont maintenant ESG. Vous, chez Euronext Paris, vous voyez cet essor. Comment vous le saisissez? Comment vous prenez le sujet? Comment vous l'accompagnez? Alors, vous avez dit, est-ce que l'ESG a besoin d'un actionnaire actif, et on va sans doute faire une taxonomie des actionnaires dans quelques temps, en parlant d'activistes, d'actifs et de passifs. Voilà. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par les passifs, mais du côté de la bourse, donc on cote des entreprises viennent se lister et on fournit les moyens aux investisseurs d'échanger. Et donc on est finalement un petit peu à distance des investisseurs qui se mettent en relation avec les émetteurs et simplement ce qu'on va promettre aux entreprises et aux investisseurs, c'est la liquidité. Voilà. Et cette liquidité, elle s'accompagne finalement de ce qu'on appellerait en anglais le news flow, c'est-à-dire des nouvelles qui font réagir les gens et qui les font acheter et vendre. Voilà, donc jusqu'à présent, et très largement, ces nouvelles étaient d'ordre financier et elles ont été structurées au travers du temps. Donc vous avez, quand vous êtes coté en bourse, des impératifs de transparence qui sont supérieurs aux règles comptables standard. Voilà. D'ailleurs, quand vous rentrez en bourse, vous savez que vous allez passer par une étape de maturité importante. Et cette maturité aujourd'hui, elle est évidemment comptable, comme a dit la ministre, mais elle devient de plus en plus nécessaire sur l'extra-financier. Et donc, dans l'accompagnement des entreprises qu'on fait, on s'aperçoit que d'ailleurs, avant l'introduction en bourse, souvent les entreprises passent par un système de notation pour vérifier leur propre maturité et pouvoir présenter leur bilan ESG au moment de ce côté. Alors, c'est quelque chose d'intégré déjà. C'est quelque chose de déjà intégré. C'est pas forcément simple pour les entreprises, pour les raisons, je pense qu'on reviendra, parce qu'on a dit il y a un système de disclosure qui s'applique au secteur financier. Puis tout se mesure pas facilement non plus. Voilà, il y a des systèmes qui s'appliquent aux entreprises, et ça ne correspond pas toujours. Enfin, tout ça, c'est des normes. Les normes comptables, elles ont mis en fait des siècles avant de se structurer. Il y a toujours des débats éternels sur les IFRS notamment. Alors évidemment, sur les ESG, c'est encore plus vaste. Un petit mot peut-être sur la gestion passive. Donc, un rôle d'un certain nombre d'acteurs financiers, c'est de fournir des prix et des manières des métriques. Et donc, on essaye de positionner des indices qui ensuite vont être des sortes de boussoles. Voilà. Donc ces indices, ils peuvent servir comme un message qui va être utilisé de manière indirecte par les uns et les autres, qui sont suivis. Et ils peuvent même être intégrés dans des stratégies de gestion qui sont des gestions passives, avec des outils, des trackers ou des fonds qui sont indiciels et qui suivent ça. On appelle ça la gestion passive. Donc sur des indices ESG. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate chez Euronext, c'est que vraiment le mouvement de création, l'innovation et la croissance dans la gestion en général, peut-être qu'on y reviendra avec Eric Pinon, dans la gestion passive en particulier, c'est vraiment sur des indices et sur des valeurs ESG. Voilà. C'est là qu'il y a une demande et un mouvement de bascule. Donc ça renforce. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes passif, vous n'êtes donc pas actif par construction, tel Monsieur Lapalisse. Et pour autant, est-ce qu'on a un débat? Est-ce qu'on dit finalement, s'il suffit de suivre un indice, vous n'êtes pas réellement ESG puisque vous ne faites rien et vous êtes passif. Donc oui et non, c'est-à-dire que effectivement vous allez suivre un indice, donc il faut que vous ayez bien sélectionné votre indice pour qu'il fasse ce que vous vouliez. Ça, on peut le challenger parce que il y a toujours des débats là aussi sur les indices. Et puis le gérant indiciel, il détient, alors quand c'est pas synthétique, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais quand il réplique effectivement avec les sociétés en portefeuille, les sociétés en portefeuille, il vote. Et là, on revient sur une gestion active par le gérant. Alors l'investisseur final, lui, il a choisi l'indice et il espère que le gérant réplique bien pour répliquer cet indice.
Il va être un investisseur long parce qu'en fait, il va rester tant que la valeur est dans l'indice, on la détient. Donc c'est plutôt vertueux de ce point de vue-là. Bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les débats sur long, faut-il être, long. les vertus en matière d'investissement, voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant pour les sociétés, à condition de rester dans l'indice. Et donc tout le débat va se porter sur l'indice, sur la cotation, sur la notation, et on y reviendra, je pense. Olivier Forte, Eric Pinon, ça c'est intéressant. Moi, je veux vous entendre sur les géants passifs, actifs, parce que si on ressent ce débat, notamment sur la gestion passive, il y a quand même deux géants du secteur américain, BlackRock, Vanguard, qui ont dit que désormais, ils ne se contenteraient pas justement d'être là, passifs, pour reprendre sans mauvais jeu de mots, et qu'eux aussi seraient des promoteurs actifs de l'ESG. Comment vous voyez ça se structurer dans l'industrie de la gestion, Eric ? D'abord, on a la chance d'avoir des acteurs nationaux, puisque, comme vous le savez, le plus grand gérant d'actifs européen français vient de faire l'acquisition d'un gros acteur de l'ETF, donc Lyxor, pour ne pas le citer, avec Amundi. Je crois que l'objectif poursuivi par Amundi est dans ce projet-là, et c'est ce que Delphine vient d'expliquer, c'est qu'on est dans une situation où, si on est, alors encore une fois, on ne va pas rentrer dans ces détails passif, enfin ETF synthétique ou direct. Ou direct. Si on est vraiment dans du direct, ce qu'a dit Delphine me paraît essentiel, c'est qu'on est bien sur des investisseurs long terme, autant qu'ils sont dans l'indice, c'est ce que Delphine vient de très bien expliquer. Et c'est là où la nécessité d'avoir un actionnaire actif, oublions le mot actif au sens asset management. Là, on parle actif au sens réflexion, pensée, façon de penser. Et ce qu'a dit Madame la Ministre sur son projet de plateforme Impact, dans lequel nous sommes tout à fait chauds, si je puis dire, ou partenaires de ce périmètre engagé sur ce paramètre ESG, avec des travaux en ce moment qu'on a évoqués, mais Jean-Paul Gauzès a été missionné par la Commission européenne dans le cadre de l'EFRAG avec un rapport de M. Decambour, qui est par ailleurs Monsieur Autorité des normes comptables, puisque Patrick Decambour est le président de l'ANC, comme on dit, qui dépend du ministère des Finances. Mais je pense qu'on a tout un travail extra-financier. Et ce que dit Delphine et ce sur quoi vous me questionnez, c'est que oui, nous avons, nous, investisseurs, un rôle essentiel de faire comprendre aux émetteurs qu'on sera derrière eux si ils jouent le jeu. On va être très cash sur les propos. Et ça, je crois que c'est essentiel. Alors, c'est valable pour l'investisseur individuel, puisque nous sommes aujourd'hui avec F2IC qui est plutôt dans la culture de l'investissement direct que dans l'investissement produit, sachant que les ETF sont tous des produits, enfin ça n'a pas été dit, mais tout le monde le sait, je sais qu'on est face à des professionnels, mais enfin malgré tout, il faut le repréciser. Mais une chose est sûre, et ça a été dit par Delphine, et là je la rejoins à 150%, au sens littéral du terme de ce que je veux dire, il faut être acteur de son vote, il faut être acteur de sa participation. Et ce que je disais à la présidente de ce projet EDEC et de cette récompense d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais, alors c'est pas une critique de ma part, c'est juste un constat, j'ai vu que les jeunes avaient du mal à voter parfois. Alors je ne parle pas du vote... Parler des votes aux élections. Je parle des votes aux élections. Donc il faut que les investisseurs comprennent que s'ils ne votent pas ce que les investisseurs professionnels ont dans la réglementation depuis maintenant, moi ça fait 40 ans que je fais ce métier, je peux vous assurer qu'il y a 40 ans, aller aux assemblées générales, il fallait avoir un petit cadeau pour y aller, être motivé pour avoir le petit truc, ce qui est aujourd'hui interdit, puisque avant vous alliez chez Carrefour, vous ressortiez avec votre panier pour la semaine, etc. Bon, peu importe, ça c'est un monde dans lequel malheureusement plus personne ne peut profiter, mais moi qui suis moins jeune que d'aucuns pourraient le croire, on est dans une situation où il faut vraiment, et c'est le message que je passer des messages forts dans le cadre du G et donc de ces assemblées générales pour que les émetteurs, pour que les gens chez qui nous investissons prennent conscience, grâce à ce qui est fait également dans le cadre de la cotation, de la liquidité, parce qu'on n'a pas parlé non plus, c'est un sujet du côté et du non-côté. Le non-côté est très à la mode. Restons sur le côté. On reste sur le côté, je sais, mais enfin il y a beaucoup de gens qui vont sur le non-côté aujourd'hui parce qu'ils croient deux choses, c'est que ça fait moins mal parce qu'ils ne voient pas les cotations, on est en mark-to-model comme on dit, et pas en mark-to-market, mais on est surtout face à des gens qui de toute façon nécessitent que ça soit sur le côté, sur le non-côté, et là j'en reviens au sujet du jour,
ESG nécessite-t-il un actionnaire actif? Oui. Oui, actionnaire actif pour faire changer tout le monde. Ça a été dit par Madame la Ministre et il faut y insister. Que ce soit les règles dont on a parlé, SFDR, que ce soit le RSE qui est vieux, que ce soit demain le CSRD, c'est toujours ou compliqué, tous ces SFDR, trucs. voilà. Mais peu importe, on est dans une situation où il faut motiver l'actionnaire de prendre sa voix et d'aller, j'allais dire, de façon importante vers effectivement un acteur de la société. Et ça, je crois que c'est essentiel et il faut qu'on continue là-dessus. Olivier Forteza, acteur du changement, pour vous, c'est une évidence chez Amber Capital. Comment justement, vous qui avez ça dans votre ADN, vous voyez peut-être les lignes en train de bouger grâce à l'ESG? Ou pas tant que ça d'ailleurs, je ne sais pas. Alors non, on voit clairement les lignes en train de bouger. Oui. Et je dirais, il y a beaucoup de choses qu'on peut noter. Il y a une participation qui a augmenté en matière d'assemblée générale, davantage d'actionnaires votent. Et donc ça, c'est la manifestation de la démocratie actionnariale. C'est un positif pour tous les acteurs et pour la place de Paris. Moi, je suis quand même ravi quand effectivement, j'étais parfaitement en ligne avec le discours de Madame la Ministre et qu'elle dit qu'elle souhaite voir des actionnaires plus actifs, plus engagés et participer. Donc nous, en tant qu'actionnaires responsables et actifs, on ne peut que se féliciter d'entendre un membre du gouvernement tout mettre en place pour que cette démocratie puisse s'exprimer. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Je pense qu'il ne faut pas opposer la politique ESG des entreprises, ce qu'on peut qualifier de critères extra-financiers, avec la performance financière. Nous, notre expérience, c'est qu'en matière de gouvernance, il est absolument nécessaire d'avoir une gouvernance efficiente, qui fonctionne, transparente, avec des membres au sein des conseils d'administration qui représentent pleinement leurs actionnaires, de manière à pouvoir créer, mettre en place une stratégie qui fait du sens, qui va permettre à ce groupe de se développer, et donc aux collaborateurs de se développer, et donc quelque part créer de la richesse pour toutes les parties prenantes. Et donc investir dans le E, dans le S et dans le G, c'est un gage de la réussite de ces sociétés-là dans le futur, et effectivement de pouvoir se développer et donc partager cette richesse, non seulement avec les actionnaires, mais avec tous les collaborateurs qui en bénéficient. Donc pour nous, c'est un investissement qui est nécessaire. Et pour revenir sur un des points qui était mentionné par Eric, c'est une obligation pour les actionnaires, c'est notre façon de le voir, de se manifester et de voter. Parce que dans la manifestation de la démocratie actionnariale, les actionnaires votent pour élire les administrateurs élisent et sont responsables de choisir l'équipe dirigeante qui va mettre en place cette stratégie. Donc ils ont un véritable rôle, et ne pas se présenter à l'Assemblée générale ou ne pas voter, c'est une démission. Et si vous faites ça, oui, vous pouvez laisser libre cours à certains managers qui n'ont plus de compte à rendre, un conseil d'administration qui sera passif et des actionnaires qui peuvent être aussi passifs et laissent les choses malheureusement se détériorer. Juste un petit complément, c'est que, et tout ce qui est dit par Delphine ou par Olivier, moi aussi je partage, c'est que je crois qu'il est utile de bien, encore une fois, le redire, être acteur au sein d'une société et d'avoir envie de faire mettre en place ces critères ESG, ce n'est pas une privation. À une époque, l'ESG, le RSE, tout ce qui ne faisait pas le RSE, on disait on va faire des exclusions. Ouais. J'ai entendu, moi, il y a quelques années, attention, si vous n'avez pas les cigarettes dans votre portefeuille, c'est la catastrophe. Si vous n'avez pas... il y avait des catégories de métiers ou de produits qui faisaient qu'on croyait, et là je me retourne vers Delphine, qu'on allait se décorréler des indices. Alors pas forcément des benchmarks. Qu'on serait condamné à faire moins bien, hein, mais qu'on allait faire moins bien. Oui. Alors c'est vrai qu'à une époque, alors on n'en a pas encore parlé, mais je suis sûr que Delphine va en parler, de son fameux CAC ESG. Je me suis amusé à dire que... Non, parce que on y reviendra. Mais, on va y revenir. Moi aussi j'ai une question sur le CAC 40. Non, mais indépendamment de ça, je pense, et c'est le message que Olivier vient de passer, ne croyez pas que les gérants que nous sommes, pour ce qui concerne la gestion collective dont je parlais avant, les gérants que vous êtes individuellement avec le passage de vos ordres, c'est pas en faisant des critères ESG que vous allez perdre de la performance rendue. Parce que vous allez devenir responsable, vous allez devenir acteur, et comme ça a été dit par Madame la Ministre, et la durabilité,
et la rentabilité sont tout à fait de pair, et je crois qu'on le verra sur le futur. On le voit déjà depuis une vingtaine d'années, et Olivier vient de le dire. Justement, moi j'ai une question pour Olivier, parce que ce distinguo que faisait Delphine de Marty qui m'intéressait sur actionnaire actif, activiste. On pourrait se dire, oui mais voilà, finalement, les sociétés, elles ont amorcé leur transition ESG, elles ont des objectifs de plus en plus précis, même parfois contraignants. Est-ce que finalement tout ça pourrait pas même devenir contre-productif en leur demandant d'aller trop vite? Est-ce que voilà, on voit de plus en plus d'associations qui s'invitent aux assemblées générales, enfin elles ne s'invitent pas, elles ont le droit d'y être, et qui ont quelquefois un agenda qui est extrêmement exigeant. Quelle frontière vous faites justement entre cet actionnaire activiste actif? Est-ce que l'un est péjoratif ou pas d'ailleurs? C'est un activisme ESG. Oui, tout à fait, activisme ESG. On va rester sur la thématique. Mélangeons pas tous les activistes. Non, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a une connotation assez péjorative dans le terme d'activisme. En tout cas, sur le marché français, le terme activisme, tel qu'il est entendu dans le monde anglo-saxon, est plus positif. C'est la participation active d'actionnaires, et c'est ce qu'on souhaite. Après, il y a un juste milieu à trouver, je veux dire, entre respecter et investir dans une stratégie cohérente en matière de ESG et, je veux dire, être trop exigeant à court terme. C'est un équilibre qui est à trouver. Comment se construit ce dialogue, justement, entre les gérants, les sociétés? Comment ça marche? Il y a un point, on revient dessus, mais qui est important, c'est la participation à l'Assemblée générale. Ouais, parce que, mine de rien, l'Assemblée générale, c'est une fois par an, et c'est la réunion entre les membres du conseil d'administration, l'équipe dirigeante et tous les actionnaires. C'est censé être un moment où vous êtes capable d'échanger, vous avez des questions écrites, vous avez des questions dans la salle, et donc vous pouvez participer et questionner, vous avez l'opportunité, vous avez toute l'équipe managériale, y compris les administrateurs, en face de vous, pour pouvoir répondre à vos questions. D'une manière générale, sans rentrer dans le débat actif ou activiste, ce qu'on a pu voir récemment, c'est que les gens ont tendance à qualifier d'activiste tout actionnaire qui ne va pas dans le sens du vent. Exactement des opinions contraires à la direction. Le fait est juste de constater que sur le marché français, il y a certains groupes, je peux citer l'exemple d'Unibail, je peux citer l'exemple de Danone, on ne peut pas dire que ce soit des profils d'activistes type, comme on peut l'entendre, qui se sont manifestés pour faire entendre leurs desiderata, en l'occurrence les changements qu'ils voulaient voir en matière d'investissement, en matière de stratégie, et ils ont réussi à les porter jusqu'au bout et à changer dans les deux cas, non seulement l'équipe dirigeante, mais en plus une partie du conseil d'administration. Et ils avaient un profil d'actionnaires responsables au capital de ces sociétés, pour certains depuis de nombreuses années, et donc ils voulaient faire entendre leur voix. Là-dessus, c'est la manifestation, encore une fois, de la démocratie actionnariale. Je trouve que c'est un débat qui est assez sain. Après, entendons-nous, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais ça tombe bien, il y a une assemblée générale, il y a un vote des actionnaires, et donc la majorité, soit simple, soit des 2/3, l'emportera, et c'est comme ça qu'on a une gouvernance efficace. Sachant qu'on a aussi un élément important, qui est que là on parle du rôle des investisseurs, mais il y a aussi le rôle des analystes. Il y a eu pas mal de choses récemment, entre autres sur la fameuse MiFID, enfin la fameuse réglementation qui pose des problèmes, sur ce qu'on appelle le unblending, la dissociation, les paiements, etc. Le problème du sponsor, des valeurs moins bien couvertes aussi parfois. Des valeurs moins bien couvertes, des valeurs abandonnées. Et ça, c'est dommage, parce que je pense que, par rapport à ce que dit Olivier, il y a notre rôle d'investisseur en aval, c'est-à-dire à l'AG, mais en amont aussi, en connaissance-valeur. Et c'est là toute cette recherche où Euronext peut nous indispensable. aider sur pas mal de choses, parce que, je vais laisser Delphine en parler, mais je crois que c'est important que les gens comprennent que nous avons un travail et en amont de filtrage et en aval de validation de nos filtrages et de mise en œuvre de nos filtrages. Oui, effectivement, l'analyse ESG est un élément qu'il y a encore plus besoin de qualitatif, parce que les données, on l'a vu tout à l'heure, elles vont demain être postées dans un même endroit, et on peut espérer avec un même type de nomenclature, qualité, pour pouvoir être trié, ensuite et travailler, mais aujourd'hui, on espère un regard critique et qualitatif. Voilà. Et c'est beaucoup de travail et beaucoup de demandes croisées qui arrivent aux émetteurs. Et il faut bien, nous qui sommes au milieu de tout le monde, on reçoit les plaintes de tous. C'est vrai que pour un émetteur, c'est pas facile d'être soumis à des séries de demandes. Ils ne sont pas toujours alignés. Parfois, ils doivent rédiger plusieurs fois la même chose dans un rapport annuel pour que ce soit bien compris par chacun. Donc voilà. C'est une phase de maturation qui peut être complexe, mais qui est nécessaire. Peut-être un point quand même pour rappeler, quand même dire qu'on a des responsabilités importantes.
Parce que lorsque nous construisons, donc je vais reparler du CAC 40 ESG, lorsqu'on le construit, un indice, qu'est-ce que c'est? C'est donc un index, mais qui va être utilisé pour, notamment, c'est un succès s'il est utilisé pour faire des produits. Pour appuyer des produits. Oui. Voilà. Sinon, notamment des trackers des ETF. Voilà. Donc, c'est construit avec les clients. Les clients, c'est notamment la gestion, c'est plutôt la gestion, les investisseurs. Voilà. Ils nous disent en gros, et donc ils vont nous donner leurs souhaits, leurs orientations, et puis on va faire quelque chose qui correspond, qui va à la fois être correct méthodologiquement et pour que ce soit durablement intéressant. Voilà. Et ces demandes qui sont faites, elles vont fortement orienter la stratégie des entreprises. Donc il y a une responsabilité des deux côtés. Donc les pouvoirs publics, la taxonomie va donner un certain nombre de points d'appui très importants. Et donc je pense que c'est important que ces jalons existent, voilà, en fait, un jalon structure public, structuré démocratiquement, Bien donc sûr. peut-être une autre démocratie va indiquer des éléments qui seront des références. C'est vrai que sur le S et le G, il y a parfois des enjeux de société derrière ça, des manières de construire notre vision de la gouvernance avec des modèles qui ne sont pas tous alignés. Donc on a aussi des vues culturelles aussi, des vues parfois. Culturelles, voilà, exactement, qui sont importantes. Et donc dans ce qu'on exprime, ce que le secteur financier exprime, il faut bien se dire qu'il y a un impact important. Et nous, on a été très frappés quand on a lancé le CAC 40 ESG, le retentissement très important qui a eu lieu, avant même qu'il y en aura des produits, mais il y aura d'autres, c'est le lancement d'une famille, et puis il y aura des produits qui vont se greffer dessus. Aujourd'hui, on est encore dans la phase amont pour ça, et le retentissement était très fort parce que ça correspondait à finalement un choc par rapport aux stratégies des entreprises, et parce que donc on a vu, en fait, moi j'ai vu à cette occasion, c'était le moment où j'arrivais chez Euronext, toute la maturité des entreprises et leur engagement, et à quel point elles étaient extrêmement engagées, prêtes, elles s'étaient structurées en interne pour ça, c'est-à-dire que c'était plus une matière qui était donnée à quelqu'un d'autre en plus dans une fonction latérale, c'était vraiment intégré dans la stratégie, très proche de la fonction finance pour justement réussir à prendre l'ensemble en compte, etc. Donc il y avait vraiment ce progrès, du coup c'est extrêmement exigeant. Et c'est exigeant dans les demandes qu'on fait parce que, comme vous le dites, il faut aller assez vite, mais ne pas créer d'effets contre-productifs. Mais moi, je profite d'avoir la présidente qui est arrivée au moment où ça sortait. Je sens qu'Eric a quelque chose. Non, oui, à dire sur le CAC 40. J'ai un truc qui m'a perturbé, pour être honnête, quand les équipes de Euronext sont venues me présenter ce projet, que je trouve très bien, c'est que le CAC 40, c'est une marque connue. Un symbole, on peut le dire. Et contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, peut-être que d'ailleurs nos auditeurs ne le savent pas, c'est que le CAC 40 ESG n'est pas un sous-ensemble du CAC 40, c'est un CAC 40 ESG complémentaire. C'est-à-dire que certaines valeurs sont du CAC 40 ne sont pas dans le CAC 40 ESG. Et moi, j'aurais préféré, mais je dis ça, Delphine, vous n'y êtes pour rien. Et je l'ai dit à qui de droit à l'époque, mais c'est pas grave. Mais c'est qu'on aurait pu filtrer les 40 du CAC en faisant comme dans le guide Michelin, je m'amuse à ça parce que je suis passionné de cuisine, en faisant les 3 étoiles avec l'étoile verte green. Et on aurait fait le CAC 40 historique en disant certaines, ESG, quoi, peut-être 25, je ne sais pas combien il y en a, pour être honnête, je n'ai pas trop regardé la décomposition. Bon, peut-être 37 sur 40, en imaginant que ça soit ça, peu importe le chiffre. X sous-ensemble de 40, en disant celles-là, on les labellise CAC 40 ESG, et ça aurait stimulé les 40-X, soit le Y, qui ne l'étaient pas. C'est juste une remarque opérationnelle. Il a des raisons, je pense, pour lesquelles ça a été fait comme ça. Je voudrais qu'on entende Daniel parce qu'il a été super patient, parce que vous soulevez tous un débat qui est intéressant. Finalement, on a beaucoup parlé de l'actionnaire actif plutôt institutionnel, mais tout ça, ça ne marchera à mon sens que si l'actionnaire individuel lui aussi est associé. Et ça veut dire beaucoup de pédagogie. Daniel, comment on s'y prend pour embarquer l'actionnaire individuel dans cette transition ESG ? Individuel, il est déjà un peu présent dans cette partie-là. L'actionnaire individuel, c'est ce que disait Madame la Ministre, il est aussi consommateur, il est aussi épargnant, il a une vie, il n'est pas que actionnaire. Et au final, il peut avoir des opinions. C'est-à-dire, on a connu en son temps des entreprises, qui vendaient des spaghettis au cheval, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a connu une entreprise célèbre qui faisait fabriquer ses chaussures de sport par des gamins de 12 ans. Et ça c'est des valeurs humaines que l'actionnaire individuel peut représenter dans une assemblée générale. C'est-à-dire que le jour où le management des entreprises ou la direction des entreprises se rendront compte que dès qu'ils vont arriver à l'assemblée générale, ils vont avoir affaire à une poussée d'agressivité, une poussée de critique de la part de l'actionnaire, ils feront certainement plus attention à un certain nombre de valeurs
qualité des produits, transparence, pollution, ce genre de choses. Donc, l'actionnaire individuel, il sera associé à partir du moment où il comprendra que son rôle d'actionnaire doit se nourrir de sa vie d'humain classique, de consommateur classique, de la qualité des produits, de la sauvegarde de la planète, et de tous ces éléments-là. Et c'est ce qu'apparemment on a l'air de voir, parce que les chiffres sur l'ESG sont quand même très bons. Option Finance, le magazine Option Finance, citait il y a quelques jours que les véhicules d'investissement, ou de financement plutôt, les véhicules de financement ESG avaient récolté 50 milliards sur les 6 premiers mois de 2021, ce qui est plus que la totalité de l'année 2020, qui était 42 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie pression là-dedans. Pardon, ça confirme la demande de responsabilité de l'être humain à la base. Oui, tout à fait. Je pense que à ce niveau-là, c'est un point important. Et je pense sincèrement que les grandes sociétés de gestion qui ont des revendications ESG dans les entreprises le font parce qu'elles pensent que c'est ce que leurs clients veulent. Parce qu'on l'a dit et répété, les sociétés de gestion sont des intermédiaires. Ils ne gèrent pas leur propre argent, contrairement aux banques d'investissement, mais ils gèrent l'argent qui leur est remis par des clients individuels. Et comme ils pensent que les clients individuels veulent sauver la planète, veulent de la transparence, veulent de la qualité des produits, ils mettent la pression dans les conseils d'administration sur la direction des entreprises. Mais tout ça, c'est des systèmes de gestion de réputation, si on est un petit peu rationnel et brutal. Et donc, lorsque Madame la ministre disait tout à l'heure que j'avais été à Bercy avant d'arriver chez Euronext, c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand un acteur financier ou dans une entreprise, on fixe une responsabilité par une directive ou une régulation, c'est pris très au sérieux, en fait. Parce que derrière, vous mettez en place votre licence, votre capacité en tant que personne régulée notamment, et votre réputation. Et donc, je pense que la réputation du gérant est un élément décisif. Il y a évidemment ce qui correspond à ce que souhaite l'actionnaire individuel. C'est comme les chasseurs, il y a les bons gérants et puis il y a les gérants. Les chasseurs et les bons chasseurs. Avec un petit problème, Delphine, mais c'est plus votre ressort, mais c'est le ressort de vos successeurs à Bercy. C'est qu'on est très précurseur en France, il faut qu'on le dise. On est très en avance, Madame la ministre l'a dit. Et moi, j'ai vu le ministre Bruno Le Maire, juste avant de vous rejoindre là tout à l'heure, qui insistait là-dessus, mais qui disait que c'était notre challenge. Par contre, on a un vrai problème opérationnel, et c'est ce que vient de dire monsieur le professeur, c'est qu'en l'occurrence, on est dans une situation où on nous impose des règles locales qui vont demain être des règles européennes, ou internationales. Et je crois que là-dessus, il faut faire attention. Qu'est-ce qui vous embête là-dedans, Eric ? On a parlé d'IFRS, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est qu'on nous demande de faire des efforts, on les fait, on nous demande d'être transparent, on l'est, on nous demande d'informer, on informe. Mais si demain matin, je vous prends un exemple très simple, la ministre a parlé rapidement, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques, mais des labellisations. En France, vous avez une labellisation qui s'appelle ISR. On a l'ISR, on a Greenfin aussi. Sauf que vous avez en Allemagne une autre labellisation et en Belgique une autre. Pourquoi ? Parce que le nucléaire des uns ennuie le charbon des autres et inversement. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais si, c'est une question intéressante parce que finalement, on se dit... mais ça veut dire que les Allemands pourraient, l'investisseur allemand, pour revenir à ce qui vient d'être dit, pourrait avoir un comportement où c'est pas grave que je mette encore un peu de charbon, alors que l'investisseur français, c'est pas grave, j'ai du nucléaire. À l'inverse, vous avez des gens qui disent que le nucléaire, c'est pas bon. Voilà. Et donc je dis juste que par rapport à ce qui est décidé dans l'envie, c'est ce qui a été dit, de la gestion pour compte de tiers qui est la nôtre, que ce soit pour les investisseurs en direct qui le font pour leur propre compte ou pour les gérants d'actifs que je représente ce soir, et avec Olivier, c'est qu'on doit effectivement bien préciser qu'on voudrait garder ce leadership, et on le dit à Bercy, mais Delphine le sait bien, on crie auprès du cabinet du ministre, auprès de tout le monde, en disant... S'il vous plaît, on est en avance sur les autres. Ne nous faites pas reculer par des réglementations un peu trop light. Parce que, et là je parle que de l'Europe, si les Américains s'en mêlent, c'est pas, et je n'ai rien contre les États-Unis, mais on est dans du assez simple. Ouais. Et là, on passerait à côté, à mon avis, mais ça n'engage que moi, d'un challenge beaucoup plus collectif qui serait que oui, le E, le S, le G sont des éléments essentiels de la vie de demain. Parce que ce qui a été dit sur les chaussures, les ballons, je ne sais pas quoi, où on faisait travailler des petits-enfants de 10 ans. Oui, c'est les chaussures de sport, des célèbres chaussures de sport. Parce que leur doigt était suffisamment petit pour mettre le truc dans le ballon. Et Nike a payé très cher ce genre de choses. Attention, il y a encore des pays au monde où on finit par financer des entreprises qui ne respectent pas ces choses-là. Je vous fais grâce des hommes, des femmes, de ceci, de cela. Donc,
attention à ne pas faire machine arrière sous prétexte d'une réglementation pan-européenne, voire internationale, qui nous ferait abandonner quelques convictions profondes. C'est le message que je passe. L'Europe permet toujours d'avoir un régime plus exigeant dans son pays et il dresse une norme de base. Ça serait bien. A priori, c'est comme ça que les directives fonctionnent. Les émetteurs nous disent on veut un seul référentiel. On a beaucoup de mal. Les émetteurs étant implantés sur le monde entier ou sur l'Europe entière, évidemment qu'il est plus pratique pour eux d'avoir une règle commune. Bien sûr. Après, il va y avoir une bataille de modèles, c'est évident. Oui, ce qui veut dire, et ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas consensus sur peut-être sur le E, c'est peut-être la partie la plus facile. C'est le plus simple. Voilà, on a des émissions carbone. Le plus dur et le plus simple. Mais sur le SMG, Olivier, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plus compliqué. La gouvernance à l'anglo-saxonne n'est peut-être pas la gouvernance à la française, par exemple. Je pense que c'est un vaste débat. Madame la ministre a expliqué toutes les mesures ou le cadre législatif qui a été mis en place en France et qui est extrêmement positif. Et donc nous, en tant qu'actionnaires, on peut se féliciter de l'exemple français, de la mise en avant de toutes ces mesures-là, ça c'est clair. Il y a un sujet d'harmonisation au niveau européen. Oui, il y a plusieurs labels qui sont très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes modes pour noter les sociétés ou les mêmes critères d'un pays à l'autre. Vous avez mentionné l'Allemagne, la Belgique, la France. C'est évident qu'il va falloir harmoniser ça et trouver un consensus. Mais je crois que Delphine, c'est un point que vous avez mentionné tout à l'heure. Il faut le faire étape par étape. On a déjà un développement qui est intéressant et qui est attractif pour la place de Paris, pour les investisseurs, pour les actionnaires en France. C'est génial. La deuxième étape, ça va être de négocier au niveau européen, peut-être une harmonisation, peut-être se mettre d'accord sur des critères sur chaque lettre de l'ESG. En associant tout le monde, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure du fameux rapport que l'EFRAG a confié, que M. Gauzès a aux charges de l'EFRAG par la Commission et suite au rapport Cambourg. Il faut qu'il y ait investisseurs, émetteurs, listeurs. Tous dans le même bateau. Tout le monde doit travailler dans le même registre. Vous comprenez quand même tous autour de la table que l'investisseur individuel, pour moi, il est peut-être un peu paumé là-dedans et qu'il a un peu du mal à s'y retrouver. On lui propose des produits ESG. Alors bon, il se dit, bon, j'en achète et tout, mais que sur la façon dont on mesure tout ça, les critères qui sont retenus, pas retenus, ça peut varier. Je vais pas dire ce que je pense sur le fond. C'est dommage. Non, mais je vais le dire, je dis ça en boutade. J'ai démarré il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, à la Bourse de Paris, où il y avait beaucoup d'investisseurs individuels et indépendants. Les clubs d'investissement existaient, etc. La gestion actuellement est tellement compliquée, est tellement importante que si effectivement ils peuvent continuer, enfin je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'investissement individuel, le président de la F2IC va me reprocher, les oreilles, mais voilà, mais il faut peut-être que parfois ils aient la sagesse de venir voir des professionnels, soit sous forme, et c'est peut-être à nous d'aller vers eux aussi, en leur disant, bah tiens, dans vos clubs d'investissement, moi je parle de clubs d'investissement il y a 30-35 ans, il y avait des gens qui venaient donner des conseils, qui s'appelaient les agents de change, parce que moi j'étais fondé de pouvoir d'agents de change, que ça peut s'appeler à l'époque, c'était effectivement eux qui cotaient, donc c'était les ancêtres de Ronex, je dis ça pour Delphine, mais la compagnie des agents de change, dont j'ai fait partie, allait effectivement dans des clubs d'investisseurs privés, individuels, pour leur donner quelques bons critères. Je ne doute pas qu'à l'EDEC, on leur donne des bonnes bases, mais le sujet de l'éducation financière en général, vous savez tous que le radio-trottoir, la différence entre une action et une obligation, je pense qu'on est toujours à des pourcentages assez bas. Et donc là-dessus, il faut qu'ils n'hésitent pas, et peut-être encore une fois, c'est de notre faute, on n'est pas là que pour vendre des produits, et cette phrase je la sors, et comme je ne l'ai pas encore sortie, je vais la sortir, les sociétés de gestion ne sont pas là que pour vendre des produits, mais sont là pour vendre des solutions d'épargne. Et dans les solutions d'épargne, la partie individuelle peut exister, et la partie collective peut permettre de mieux se cultiver. Bon, Delphine, on va finir là-dessus, je trouve ça important, et notamment aussi, voilà, on revient sur le CAC 40 ESG, est-ce que vous aussi, chez Ronex Paris, vous le sentez, ce besoin de pédagogie, d'aller expliquer, peut-être plus qu'on ne le fait aujourd'hui, ce qui est en train de se passer? Ce que je peux dire avec le CAC 40 ESG, ce qui est intéressant, c'est finalement pourquoi on l'a fait. Comme je le dis, c'était une demande de nos clients qui sont les investisseurs, qui vont utiliser ce produit. Et qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Parce qu'il y avait déjà eu des lancements d'indices spéciaux. Et il y en aura d'autres. Il y aura des séries, des familles d'indices. Il y en a qui sont sur, par exemple, le benchmark de Paris pour la réduction des... Ça, c'est quelque chose qui se quantifie bien, des conditions de performance. Voilà, des indices low carbone, des indices de toutes sortes. Mais en fait, il y avait une demande qui était finalement l'indice iconique, pour utiliser un terme de la mode, l'indice historique, celui qui parle aux gens, celui qui parle au grand public. Lui aussi, il doit
d'une certaine manière, prendre ses couleurs ESG. Muter. Il doit muter. Et c'est ces indices qui, quand même, font une bonne partie des produits. Oui. Et c'est un signe que l'ESG est mainstream, en fait, pour finir sur une note anglaise. On va finir. Voilà le symbole qu'on a. Alors, évidemment, du coup, l'impact est très fort. Oui. Le challenge par les émetteurs est important. Les débats méthodologiques, est-ce qu'il en fallait X of 40 L'idée, c'était justement de se dire, on en veut 40, parce que c'est vraiment le CAC 40, c'est le CAC 40 de demain, le CAC 40 ESG. On va finir là-dessus, ça va faire une transition toute naturelle avec la remise des palmes. On l'a dit, 2020, année où on a vu plein de nouveaux investisseurs arriver sur les marchés. Est-ce que ces nouveaux investisseurs, qu'on a dit plus jeunes, plus féminins aussi, on les sent davantage impliqués par ces questions d'ESG? Moi, je peux vous dire, moi qui ai la chance encore, me dit parfois le ministre, vous êtes un des rares présidents qui voit encore des clients. Je plaisante, mais c'est vrai que ça m'arrive. Mon dernier compte que j'ai ouvert il y a moins de 15 jours, c'était une jeune femme, pour aller dans le sens de ce que vous dites, une quarantaine d'années, donc pour moi c'est jeune, et qui me disait, Eric, je veux au moins 60 à 70% de ma gestion avec la labellisation ou le way of thinking ou le label ESG. Ouais. Attention à ne pas confondre, tout n'est pas labellisé ISR pour des raisons qu'on vient d'évoquer, mais la méthodologie générale ESG. Donc oui, la demande existe, la demande est importante et je pense qu'elle va être de plus en plus importante. Enfin, je pense qu'Olivier, toi aussi... Moi, je suis tout à fait d'accord. Et on le voit, je pense que les collaborateurs veulent travailler pour des groupes qui sont responsables, qui investissent en matière d'ESG. Les consommateurs veulent acheter des produits qui sont fabriqués par des sociétés qui respectent ces normes-là. Je crois que c'est un véritable besoin de société. Et c'est extrêmement positif parce que ça tire tout le monde vers le haut. Bon, eh bien voilà, le mot est dit, les actionnaires sont actifs, ils sont présents, ils vont accompagner ce mouvement. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir pour cette table ronde. L'ESG nécessite-t-il les actionnaires actifs? Et je pense que la réponse c'est un grand oui. Restez avec nous, on va passer dans quelques minutes à la remise des palmes d'or des jeunes actionnaires. Alors vous allez voir, la vidéo va se mettre en pause, mais nous revenons d'ici 5-10 minutes. Restez avec nous, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci.